Donc j'ai choisi pour en parler ce soir David Lépée. David Lépée est citoyen helvétique et il a personnellement une expérience de la démocratie directe dans son pays avec les votations, donc il va certainement nous en parler. Mais aussi, pour parler un peu de David, il est né en 1983, il est diplômé en philosophie, il est collaborateur régulier des revues Éléments et Rébellion, il est spécialiste de l'histoire du socialisme et des débats qui tournent autour de la démocratie directe, donc le choix est particulièrement bien trouvé. Alors il est par ailleurs critique de cinéma indépendant et prépare un essai sur la question des rapports entre le sexe et le genre. Donc il a publié Socialisme asiatique, l'Orient est-il toujours rouge et Guillaume Tell, de l'histoire à la légende. Donc tout de suite, je lui donne la parole. Cette causerie va en effet se faire en grande partie sous les auspices de Rousseau. C'est difficile de parler de démocratie directe sans y faire référence. Néanmoins, c'est par un autre auteur que je vais commencer de manière un peu plus anecdotique, un auteur que vous connaissez sûrement, c'est Pierre Gripari, qui, dans un roman très amusant qui s'appelle La Patrouille du Comte, qu'on trouve aux éditions de l'Âge d'Homme, c'est une fantaisie, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui raconte comment les autorités du monde imaginaire mettent en place une patrouille policière dont l'objectif est de policer les contes, c'est-à-dire de les nettoyer, de les hygiéniser, d'y ôter tout ce qui ne correspondrait pas à la morale dominante en termes d'antiracisme, de féminisme, etc. C'est vraiment une satire très drôle qui prophétise un petit peu ce que nous connaissons aujourd'hui, alors qu'il a quand même été écrit il y a plusieurs décennies. Et à un moment donné, les patrouilleurs, donc qu'on pourrait appeler les flics de la pensée, de l'imaginaire, sont en train d'examiner la question du petit pousset. Le chef de patrouille leur dit, bon, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce conte, c'est quoi? C'est que le bûcheron abandonne ses enfants dans la forêt. Pourquoi c'est pas correct? Et les patrouilleurs, qui savent jamais exactement ce qu'on attend d'eux, l'idéologie n'arrête pas d'évoluer tout le temps, il y en a un qui tente, parce que ce n'est pas très démocratique. Et on dit, oui, voilà, c'est ça, le bûcheron abandonne ses enfants dans la forêt, c'est pas bien, parce que c'est pas très démocratique d'abandonner ses enfants dans la forêt. Ce qui est très drôle dans ce passage, c'est que c'est absurde, ça ne signifie absolument rien. Il y a un abus de langage manifeste du mot démocratique. On est tous d'accord moralement, je pense, pour dire que c'est pas bien, qu'on soit bûcheron ou non d'ailleurs, d'abandonner ses enfants dans la forêt, mais c'est certainement pas pour des raisons liées à la démocratie, directe ou non. Et même si c'est pas le sujet principal de Gripari dans cette histoire, c'est amusant parce qu'il montre, en utilisant ainsi le terme de démocratie, que c'est un mot qu'on a vidé de son sens, comme beaucoup d'autres mots aujourd'hui, le fameux vivre ensemble, dont on nous rebat les oreilles, dont on ne sait jamais vraiment ce qu'il veut dire. En général, il veut même dire le contraire de ce qu'on lui fait dire. Le mot citoyen, cette enflure sémantique existait déjà sous la Révolution française, où on donnait du citoyen à tous les hommes, mais même aux objets, même aux choses. Chateaubriand et d'autres s'en étaient moqués. Maintenant, le mot citoyen revient sur le devant de la scène, mais du substantif, on est passé à l'adjectif. Tout est les cafés citoyens, les vélos citoyens, les enterrements de vie de garçons citoyens, les biscuits équitables, le pinard inclusif. Les termes sont interchangeables. Ça ne signifie absolument rien. Et Rousseau, justement, venons-en, dans le contrat social, faisait cette remarque au sujet du mot de liberté. Il disait, méfiez-vous, c'est dans les cités où vous voyez affiché et proclamé partout le nom de liberté que la liberté est le plus absente. La communication, la propagande remplace l'absence d'une vertu, d'une valeur, par son invocation perpétuelle. Je pense que c'est ce que nous vivons un petit peu avec le mot démocratie. C'est un abus de langage dans la mesure où, que ce soit l'histoire du bûcheron ou bien plus prosaïquement la démocratie telle qu'on l'entend tous les jours, le terme est utilisé à mauvais escient. Par contre, le fait qu'on y recourt aussi souvent, que même le système y recourt aussi souvent, nous montre une chose, c'est que ce mot, on le sait, a une charge positive. Et c'est aussi mon avis, encore faut-il savoir ce qu'on met derrière. En gros, démocratie égale bien, donc on va refourguer ce mot à toutes les occasions, quitte à l'utiliser et le mettre au service d'un discours démocratique, antidémocratique, sur le principe trop de démocratie tue la démocratie, trop d'amour tue l'amour. Vous connaissez ce genre de raisonnement. Les communistes en Chine disaient attention, méfiez-vous de ceux qui agitent le drapeau rouge pour attaquer le drapeau rouge. Alors on ne sait plus qui agite sous le feu drapeau. Et aujourd'hui, les gilets jaunes parlent beaucoup de démocratie et on leur dit non mais ça c'est pas la vraie démocratie. Trop de démocratie tue de démocratie. Ce sont, comme on aurait dit sous la Révolution, des exagérés. Et c'est
comme ça qu'on stigmatise les populistes, dont on ne sait jamais trop bien à lire les médias si ce sont des dictateurs en puissance ou si ce sont des gens qui pêchent au contraire par excès de démocratie. Et cette ambivalence n'est pas tant l'ambivalence du populisme que celle du discours sur le populisme. On parle de tentation populiste là où il n'y a en fait qu'une exigence démocratique qui est celle, par exemple, des Gilets jaunes. Et je prends un exemple de cette enflure sémantique dont je parlais, et un bel exemple, puisqu'il s'agit de Bernard-Henri Lévy, qui... ça marche. Ça, c'est vraiment... c'est comme dans les spectacles d'humoristes, il y a des trucs qui marchent toujours. Là, dans le propos politique, cité BHL, ça marche toujours. Au début de la crise des Gilets jaunes, le 18 novembre, il était présent à la Convention nationale du CRIF. Et il a dit la chose suivante, écoutez bien les mots utilisés, « On est bien obligé de se dire que le groupe en fusion n'est pas un argument, que le peuple n'a pas et ne peut pas avoir tous les prestiges et tous les pouvoirs, et que les institutions sont faites en république, en démocratie, et plus encore dans les républiques bien démocratisées, pour limiter les pouvoirs, tous les pouvoirs de tous les souverains, y compris donc le peuple, ou cette fraction du peuple qui prétend couvrir la voie des autres fractions, bloquer le pays et pousser le président à la démission. » Donc, je redis, en république, en démocratie, et dans les républiques bien démocratisées. Là, vraiment, c'est la boîte à musique, c'est un mantra complètement incantatoire. En lisant ce propos, on repense à ce que Rousseau disait de la liberté, dont on fait des gorges chaudes. Je ne sais pas ce que signifie pour BHL les mots république et démocratie, sans doute pas la même chose que pour nous, mais il sait que c'est une charge positive, et donc il faut opposer cette vertu-là aux ennemis qui sont censés incarner l'inverse, c'est-à-dire l'anti-république et l'anti-démocratie. Et ça a été le cas pendant longtemps en France, à tel point que j'étais un peu inquiet. Je me suis dit, mais à force de faire dire à la démocratie n'importe quoi et de mettre derrière autant de choses que le peuple n'aime pas, qui blessent ses sentiments et qui desservent ses intérêts, les Français vont se mettre, on va dire par simplification, voire par ignorance, à haïr la démocratie, puisque c'est cette démocratie, ou prétendue telle, qui leur fait tant de mal. Et on peut penser par exemple à la situation dans la Russie de Eltsine. Globalement, on a livré le pays aux prédateurs, au capitalisme sauvage, avec tout ce que ça impliquait sur le plan humain. Mais en parlant de démocratie, les Russes se sont mis à haïr la démocratie sans savoir exactement que ce qu'ils haïssaient, ce n'était pas leur propre pouvoir en tant que peuple qu'ils n'avaient jamais eu, c'était le capitalisme, la négation de la souveraineté nationale, le mépris pour leur identité, etc., etc. Comme pour le mot libéralisme, où il y a un mot russe qui a été traduit en français, qui était le mot libéraste, qui est un néologisme qui mixe libéral et pédéraste. Le deuxième élément du mot a comme seul but de lui donner une charge négative. Alors, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on brocarde le libéralisme, ça fait même partie des critiques que j'essaye de mener. Pour la démocratie, ça me dérange beaucoup, parce que c'est pas du tout la même chose. Heureusement, voilà, la Russie n'est pas la France, il n'y a pas la même tradition non plus. Heureusement, en France, ça ne s'est pas passé comme ça, et le phénomène Gilets jaunes a eu un grand mérite, et déjà, rien que pour ça, il a gagné quelque chose, c'est qu'il a permis de clarifier, et maintenant, on sait que non, la démocratie, c'est pas le mot fétiche de Macron, non, c'est l'idéal de ceux qui s'opposent à lui. Et grâce à des revendications comme le référendum d'initiative citoyenne, ça a eu ce mérite de dire, attention, on n'est pas en lutte contre la démocratie, on est en lutte contre ceux qui la nient. Parce que les politiciens français, depuis ces dernières années, se gênaient de moins en moins pour mettre les pieds dans le plat et brocarder cette démocratie. Je cite Raffarin en 2011, qui disait « L'avis du peuple, c'est bien, mais maintenant, nous devons tenir compte de l'avis de nos prêteurs. » Giscard, un peu avant, qui disait au sujet du référendum « C'est une bonne idée d'avoir choisi le référendum, à condition que la réponse soit oui. » Alain Minc, alors ça fait déjà un moment, en 2005, dans le Figaro, avait carrément qualifié le référendum de vérole antidémocratique. Il y a quelques mois, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, interpellé sur le sujet du référendum, avait dit oui, mais regardez, en Suisse, où cette institution existe, elle est prise en otage par des lobbyistes et des affairistes. Il avait juste oublié qu'en Suisse, on ne sait pas très loin, il suffisait de tendre l'oreille pour l'entendre tenir ses propos. Ce que lui a rappelé l'ancien maire de Genève, qui l'a interpellé sur Twitter en disant « Monsieur le Président, vous venez de nous insulter, comment pouvez-vous dire une chose pareille ?» Et Ferrand lui a répondu, toujours sur Twitter « Arrêtez de croire à des fake news, je n'ai jamais dit ça. » Le maire de Genève n'a eu aucune difficulté à retrouver la vidéo, puisqu'au Sénat tout est filmé, en lui disant « Est-ce que vous allez vous excuser ?»
et on attend toujours la réponse de Richard Ferrand. Donc c'est assez grave, surtout quand on dit ça au sujet d'un pays avec lequel on partage une frontière et qu'il est difficile de faire passer, même avec toutes les fake news du monde, pour une dictature. Les politiciens font encore preuve, même si d'une certaine prudence, pour ne pas compromettre leur réélection, étant donné que la démocratie, c'est quand même ce qui les porte au pouvoir. Les personnalités extérieures au monde politique, les people, les grands bourgeois, les gens de l'hyperclasse, etc., mettent moins de gants parce qu'ils se rendent moins compte et leurs intérêts ne sont pas tout à fait les mêmes. On a pu entendre Jean-Claude Carrière, qu'on peut apprécier par ailleurs, mais qui était très décevant quand il a dit, il y a quelques mois, dès qu'il est question de référendum populaire, Mussolini n'est pas loin. Dès qu'on fait appel au peuple, le peuple dirige vers la dictature tout un pays. Voilà. Là aussi, l'inversion orwellienne, démocratie égale dictature. Donc il y a un des deux mots qu'il a pas compris. Alors évidemment, s'il était malin, il pourrait se référer à Aristote, aux anciens, qui nous expliquaient que la démocratie est le marchepied vers la tyrannie. Mais dans ce cas-là, c'est pas un raisonnement de ce type, c'est simplement une inversion accusatoire qui se double souvent d'une reductio ad Hitlerum, là, ad Mussolinum, mais on entend souvent dire, regardez, la démocratie, c'est ce qui a amené Hitler au pouvoir. Alors non seulement c'est faux, historiquement, il a été appelé au pouvoir par le chancelier, il ne s'agit pas d'une accession au pouvoir par le suffrage universel, et même si c'était vrai, je pense que ce qui choque dans l'hitlérisme le plus, c'est pas forcément son caractère démocratique, c'est tout le reste. Donc disons l'argument est spécieux, et ces gens-là nous montrent que ce qui les fait peur dans ces phénomènes totalitaires, c'est pas leur violence, c'est pas leur intolérance, le racisme, non, c'est leur côté démocratique. Ce genre d'accusation, en plus d'être fallacieuse, nous en apprend plus sur ceux qui la profèrent que sur ceux qui en sont l'objet. En gros, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage, et quand on veut disqualifier la démocratie, on dit qu'elle débouche forcément sur l'hitlérisme. Ce qui leur fait peur en réalité, entre autres, c'est que la démocratie directe, parce qu'il n'y a de démocratie que directe, amène une plus grande imprévisibilité des résultats. Un sociologue suisse très intéressant que je vous recommande, Antoine Chollet, qui a écrit un très bon livre qui s'appelle « Défendre la démocratie directe », a recensé 4 types d'arguments antidémocratiques. Il y a l'argument aristocratique, ou qu'on pourrait appeler aussi élitiste, qui pose a priori la supériorité de l'élite pour gérer les affaires publiques et donc l'illégitimité de ceux qui n'en font pas partie. C'est l'argument le plus méprisant de tous ces 4, un argument qui postule l'incompétence du peuple. C'est l'argument en gros qu'on retrouve toujours chez BHL. En général, il est sur cette ligne-là et c'est chez ces gens-là en général qu'on va trouver une défense à peine voilée du suffrage censitaire, parce que cette aristocratie, cette élite, ils ont beau nous faire croire que c'est l'élite des sages, en général, ça se recoupe avec l'élite sociale, l'élite des possédants, comme disait Henri Guillemin, des gens de bien, c'est-à-dire des gens qui ont du bien. Et ça, voilà, c'est l'argument BHL. L'argument numéro 2, un peu plus complexe, c'est l'argument, enfin un peu plus philosophique, c'est l'argument du droit naturel, selon laquelle la société fonctionnerait selon des règles définitivement fixées et intouchables, et donc il ne faudrait pas les modifier par l'intervention du peuple. C'est un argument de type conservateur. Dans les pays non laïques, il peut être le fait des défenseurs de la religion en place, en disant on ne peut pas intervenir sur ce processus parce que la religion l'a fixé de toute éternité. Chez nous, ce serait plutôt les droits de l'homme qui ont pris la succession à la fois de la théologie et à la fois du droit naturel. C'est un argument conservateur qui se méfie du changement et du bouleversement populaire. Le troisième, ce serait l'argument de l'État, qui pose le primat de l'appareil administratif et son efficacité supposée. Donc il ne faudrait pas que la machine s'enraye. La machine est autosuffisante. Pendant la Révolution française, c'était l'argument de gens comme Sieyès, lecteur d'Adam Smith et des penseurs libéraux, qui disaient qu'il faut concevoir la politique sur le modèle du travail. Ce qui fonctionne dans le marché, c'est la division du travail. Donc il faut une division du pouvoir, non pas entre Église, État ou législatif, exécutif, mais entre ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le subissent. Ça, c'est l'argument de l'État. Et le quatrième, qui est l'argument de l'ordre, les possédants ou les dominants qui ont peur de l'anarchie, qui ont peur que l'intervention du peuple amène trop de bouleversements, de désordre, de chaos. Et là, on en trouve beaucoup aujourd'hui dans ce schéma. Luc Ferry, qui appelle à tirer sur la foule, apathie, Brice Couturier, qui nous disait il y a quelques jours dans un tweet que la peur doit changer de camp.
Je ne sais pas jusqu'à présent, je ne sais pas qu'il était dans le camp des gens terrorisés. Et je pense aussi que la peur doit changer de camp, mais pas dans le sens où il l'entend. Ça fait beaucoup penser d'ailleurs à ce que disaient certains durant la Commune de Paris, notamment des intellectuels, des auteurs qui avaient pris l'habitude d'être pensionnés par le pouvoir depuis Napoléon III, en gros, qu'on faisait marcher à la baguette, mais surtout à la carotte, contre des palmes académiques, l'accession à des postes dans des ministères, et qui, quand les troubles ont commencé, ont réagi avec une violence verbale rare, et de la même manière que certains de nos personnalités appellent à la violence, au meurtre, et ça traduit avant tout une peur. C'est ce quatrième argument, la peur de l'anarchie, et je pense... Alain de Benoît l'a bien expliqué dans un entretien récent, il a dit aux Gilets jaunes, ils ne vous pardonneront jamais la peur que vous leur avez faite. Hein. C'est l'hélicoptère qui survole l'Élysée pour exfiltrer Macron en cas de prise du palais. On voit que ces quatre arguments, surtout le premier et le quatrième, en fait, sont au cœur de la peur des Gilets jaunes chez les élites. On pourrait développer l'argument aristocratique en lui adjoignant l'argument technocratique. Beaucoup de gens qui observent par exemple la Suisse de l'extérieur disent oui, mais les Suisses votent souvent sur des sujets très complexes, parce que ces critiques-là pourraient dire oui, c'est normal de voter, je ne sais pas, sur une augmentation d'impôts, sur un accord international, sur des choix de société, mais en Suisse on vote sur les OGM, est-ce qu'on veut des OGM ou pas? On vote sur l'usage des nanotechnologies, on vote sur la gestion des déchets nucléaires, la possibilité ou non de faire des expériences médicales sur les cellules souches. Alors là, il y a un sujet sur lequel on ne va pas voter, mais on devrait, c'est l'effet des ondes électromagnétiques. La 5G va arriver en Suisse et je vois beaucoup dans toutes les régions de citoyens qui se mobilisent. Je ne sais pas si ça va peut-être déboucher sur une initiative ou quelque chose. Je peux comprendre au début que ce soit désarçonnant en disant mais waouh, nous ne sommes pas le citoyen moyen n'est ni physicien ni en fait spécialiste de tout ce qu'il faudrait pour pouvoir juger de tout. Et là, je vous renvoie aux travaux de Jacques Testard, le scientifique, qui est partisan de la démocratie de la science, où il pense qu'en mettant en place des consultations citoyennes, il a un modèle démocratique bien particulier, un minimum d'instruction et beaucoup de bon sens et de conscience d'intérêt général est fiable pour que le peuple se prononce sur des sujets très techniques. Et j'ai tendance à le penser. Alors la Suisse, puisque nous en parlons, sa structure politique, en gros, c'est le fédéralisme, donc en cela, elle est très différente de la France. Son mode de gouvernement, c'est la démocratie, et ce qui caractérise son rapport au monde, c'est la neutralité armée. Neutralité parce qu'elle essaye de ne pas prendre parti dans les querelles de ses voisins, et armée, ça c'est un élément fondamental de la démocratie, qui est la question de la milice, sur laquelle je vais revenir dans un instant. Cette démocratie est dite semi-directe. En partie, elle est un peu comme la vôtre, indirecte, c'est-à-dire délégataire, représentative, parlementaire. Nous avons des parlements, nous en avons même à tous les niveaux confédéraux, c'est-à-dire la nation, enfin on n'appelle pas ça la nation, on appelle la confédération, les cantons et les communes. En gros, il y a ces trois niveaux-là, mais elle est doublée, et c'est ça qui fait toute la différence, par une forme plus directe, qui sont ce qu'on appelle les votations. Je crois que c'est un mot suisse, votation, il me semble qu'on dit vote en français, non on dit votation. C'est ce qui nous distingue, non pas que ça ne soit jamais arrivé en France, mais ça arrive très rarement, et quand ça arrive, on n'en tient pas toujours compte, comme vous le savez mieux que moi. Alors, cette démocratie semi-directe, elle est constituée de trois éléments. Le suffrage universel, donc qui comprend les élections et les votations, les droits populaires, sur lesquels je vais venir, et la question de l'engagement milicien. Le suffrage universel, je précise juste un petit détail d'histoire, il est universel, c'est-à-dire attribué aux hommes comme aux femmes depuis assez tard, depuis 1971, qui est la date à partir de laquelle les femmes ont le droit de vote en Suisse. Donc c'est vrai que dans l'histoire européenne, et même dans l'histoire d'une partie du monde, c'est assez tard. Ça a pu arriver avant par canton. Il y a eu des inégalités entre cantons pendant assez longtemps, et au bout d'un moment, il y a eu un vote fédéral qui a normalisé les choses à la hausse. Alors ça fait toujours ricaner les féministes qui nous disent « Ah ben regardez, c'est la preuve à quel point vous êtes conservateurs et arriérés. Même les femmes de Turquie ont voté avant les femmes de Suisse. » Certes, mais je pense que le droit de vote des femmes en Suisse, dès les premières années, était beaucoup plus assuré et affermi que bien d'autres pays, à commencer peut-être par les pays musulmans, tout simplement parce que ce droit de vote des femmes a été la décision souveraine des citoyens hommes. Ce sont les hommes qui se sont rendus aux urnes très majoritairement pour dire que leurs femmes, leurs filles, leurs mères avaient le droit de vote. Ce qui fait que
que la décision a été acceptée dans la paix et la cohésion, ce qui n'est pas forcément le cas dans des pays où ce droit de vote est imposé d'en haut. Les droits populaires, et c'est ça qui fait la spécificité de la Suisse, c'est justement le droit d'initiative, le droit référendaire, dont des gens comme Chouard et d'autres s'inspirent, enfin ils puisent à différentes sources, mais s'inspirent pour théoriser le RIC. Petit point institutionnel, l'initiative, c'est le droit de soumettre à l'autorité compétente une proposition en vue de la faire adopter par celle-ci. Il existe des initiatives législatives, constitutionnelles. Pour les initiatives fédérales, parce qu'elles sont sur 3 niveaux, il faut recueillir 100 000 signatures et la récolte de signatures peut durer jusqu'à 18 mois, donc sans interruption. Au moment où on dépose à la chancellerie, hop, le compte à rebours commence, on a 18 mois pour réunir 100 000 signatures. Ensuite, on les fait valider par la chancellerie fédérale, et la chancellerie fédérale, en général, délègue à des chancelleries communales la vérification, vérifier que les gens qui ont signé existent, qu'ils sont majeurs, qu'ils sont de nationalité suisse. Vous dire si c'est facile ou pas, ça dépend un peu de quelle force vous disposez. Pour les partis, les grands partis, c'est assez facile, les syndicats aussi. Pour les associations, les citoyens seuls, évidemment, c'est plus difficile. Il y a eu, depuis le début de l'histoire des initiatives, il y en a eu 209 qui ont été soumises au peuple, certaines acceptées, certaines refusées. La première initiative fédérale date de 1893, et là, ce n'était pas un parti qui l'a déposée, c'était la section argovienne, l'Argovie est un canton, la section argovienne de la Société protectrice des animaux, qui a déposé une initiative contre l'abattage rituel, qui était surtout à l'époque le fait de la communauté juive, et cette initiative a été acceptée, a abouti. Le référendum, lui, légère différence, c'est le droit en vertu duquel les citoyens peuvent demander à ce que soit soumis au vote populaire un texte législatif émanant du Parlement. En 1920, par exemple, pour vous dire que des fois les choses se passent sans référendum quand il y a un bon rapport de confiance, le Conseil fédéral a demandé l'avis du peuple pour savoir s'il devait adhérer à la Société des Nations. Et il l'a fait alors que rien ne l'y obligeait, parce qu'il n'y avait pas à ce moment-là de référendum sur les traités internationaux. C'est un bel exemple parce que ça montre que les temps ont changé. Aujourd'hui, il y a trop de tensions en Suisse, il faudrait que ce soit obligatoire de le faire, sinon le gouvernement ne le fera pas. Mais à l'époque, il l'a fait de bonne grâce pour ne pas être impopulaire. C'est le contre-exemple en fait du traité constitutionnel européen en France, où on l'a soumis parce qu'on était obligé et on n'en a pas tenu compte. Là, la différence, c'est pas que la différence de droit démocratique, c'est la différence de rapport de confiance entre les élus et le peuple. Les 4 caractéristiques de ces droits populaires, selon un politologue qui s'appelle Wolf Linder, sont 1. De servir de soupape de sécurité à la société, c'est pour éviter l'effet cocotte-minute, ce qui donne à la fin les gilets jaunes, forcément, puisque rien n'est pris en compte. Ça explique d'ailleurs que la Suisse soit d'un œil extérieur si peu révolutionnaire. C'est pas du tout une question de tempérament national, je crois pas, mais c'est qu'elle est tellement ultra-réformiste que toute velléité révolutionnaire est étouffée dans l'œuf, parce que les revendications peuvent être satisfaites autrement. La France, on le sait, et ça c'est pas dû qu'à la Ve République, c'est beaucoup plus vieux que ça, a toujours changé par brusques coups, en général des révolutions, pas uniquement parce que, comme on aime à le dire, c'est un peuple frondeur d'esprit gaulois, mais aussi parce qu'on a vu une succession de régimes où il n'y avait pas d'autres moyens d'amener les progrès, les réformes nécessaires. En Suisse, grâce à ces droits populaires, en général, on évite les troubles révolutionnaires parce qu'on procède par petits pas dans le cadre de la légalité. La deuxième caractéristique, c'est que les initiatives et référendums peuvent servir d'objet de négociation entre les groupes constitutifs du monde politique et socio-économique, parce que souvent ça va concerner aussi le domaine de l'industrie, de la science, de l'environnement, etc. C'est le côté débat national, c'est très bien, ça force tous ces groupes à se mettre autour d'une table et à trouver des solutions ensemble, alors que dans un système plus rigide, chacun travaillerait de son côté et ça finirait par créer des incompréhensions. Quelque part, on a le moyen, avec l'initiative et le référendum, de forcer les différentes formes d'autorité à dialoguer ensemble pour trouver des solutions constructives et en même temps pour se servir de contre-pouvoirs les unes aux autres. La troisième caractéristique qui rejoint un peu la première, c'est que ça offre un catalyseur aux attentes et parfois aux frustrations en provenance du corps social, qui sinon s'exprimerait autrement. Et la quatrième, c'est que ça permet de mobiliser les partis autour de demandes susceptibles de rassembler leurs adhérents. Avec ça, ça compartimente aussi le spectre politique. Quand une initiative de tel type est déposée, on sait qu'elle est soutenue par les PS, telle autre, on sait qu'elle est soutenue par l'UDC, qui est le Parti national-libéral, etc. Parce que chacun a plus ou moins un domaine de compétences qui est lié à son programme. Chacun a son créneau. Ça permet d'animer la vie politique. Il y a une dérive, à mon avis, déjà, la dérive, c'est la partitocratie, ça on est en plein dedans, mais c'est que la multiplication des initiatives et leur soutien par des partis
pousse certains partis à être plus des lobbies que des partis. Quand je dis lobby, là je ne rejoins pas du tout la critique de Richard Ferrand, c'est pas ça. Quand je dis lobby, je veux dire des partis d'une seule idée, et pas des partis de programmes globaux. En démocratie, enfin dans une démocratie, dans une partitocratie, chaque parti doit proposer un programme sur l'ensemble des aspects de la société. Mais déjà, par exemple, à l'époque où les partis verts, les partis écologistes se sont créés, on leur a fait ce reproche, à tort ou à raison, de dire oui, on comprend ce que vous voulez sur la question de l'environnement, mais pour le reste, qu'est-ce que vous pensez de ceci, de l'école, de la santé, de la fiscalité vous sacrifiez tout à une cause, ce qui est très pragmatique, mais vous n'êtes pas un parti, donc on a un peu peur de voter pour vous, de peur de n'être d'accord que sur un point et de ne pas savoir ce que vous allez faire. C'est des choses qui ont été reprochées récemment en France à l'UPR, qui est un parti pour lequel j'ai de la sympathie, mais beaucoup disaient, oui, mais alors ok, il y a cette question européenne, cette question de la souveraineté nationale, sur laquelle vous êtes très performant, mais vous mettez quand même assez peu en avant tout le reste. Après, en se présentant au présidentiel, il a développé un programme qui est d'ailleurs en cohérence avec cet objectif. Mais au début, ce n'était pas forcément une évidence. En Suisse et dans les partis plutôt les partis du nord de l'Europe et germanique, il y a la montée en force d'un mouvement très urbain, classe moyenne, qui est le Parti pirate, qui est un parti libéral, on va dire à la fois libéral, un peu de gauche, on ne sait pas tellement, mais qui revendique la libéralisation de la propriété intellectuelle, la défense de la vie privée. Bon, ça, c'est des idées qui sont données du temps. Mais pour le reste, je vous assure qu'on peut trouver à la fois des anarchistes et des néolibéraux là-dedans. Ça me fait penser à une dame que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Farida Belgoul, qui est une dame qui a fait un travail, à mon avis, important, notamment dans les quartiers populaires et parmi les immigrés, pour refuser la propagande de la théorie du genre à l'école. Je pense qu'elle avait raison, mais aux dernières présidentielles, elle a déclaré qu'elle appellerait à voter Fillon, et les gens qui la suivaient ne comprenaient pas, et elle l'a dit clairement, il a dit, il y a une seule chose qui m'intéresse, c'est quel candidat va lutter contre la propagande de la théorie du genre, et Fillon, visiblement, était un des seuls à avoir affirmé ça. Ça, c'est le risque d'une partitocratie qui, à force de se mettre derrière une seule idée, marche avec des œillères et néglige le reste. Il faut penser à l'intérêt général, et l'intérêt général, c'est l'ensemble des questions et pas une seule idée fixe. En Suisse, tout ça vient d'une vieille institution qui date du XIIIe siècle, qui s'appelle la Landsgemeinde, que Rousseau a célébrée. Il disait que les Suisses se retrouvaient sous un chêne pour voter à main levée, ce qui était vrai, même s'il n'y avait pas de chêne partout d'ailleurs. Maintenant, ça n'existe plus que dans 2 cantons qui sont peu peuplés, et ça devient compliqué. Et en fait, pour l'anecdote, la plupart de Landsgemeinde ont été annulées à partir du moment où les femmes se sont mises à voter, parce que ça a doublé le corps électoral et on n'arrivait plus à les mettre sous un chêne. Mais les Landsgemeinde, dès le Moyen-Âge, s'occupaient, légiféraient populairement sur la justice ordinaire, des affaires de police, d'arbitrage, l'administration du territoire, le droit pénal, la politique commerciale. Donc c'était vraiment, on peut le dire, une administration populaire qu'on retrouvait à des petites échelles au niveau des quartiers, au niveau des paroisses. Et c'est pas une spécificité suisse, tout ça. Il y a eu beaucoup de projets, y compris en France, même si tous n'ont pas été réalisés et parfois étaient uniquement restés confinés au papier. Les projets de Condorcet pendant la Révolution française allaient dans ce sens-là. Il y a eu un projet de constitution montagnarde pendant la même période, un projet que j'ai étudié où on trouve dedans le suffrage universel, masculin, des mandats électifs courts, 1 an, très court, un référendum constitutionnel obligatoire, un référendum facultatif pour tout ce qui touche les lois et les impôts, et même une initiative populaire pour la révision de la Constitution. Ça, c'est un élément que Robespierre avait amené dans son projet de déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Il disait « Le peuple est souverain, le gouvernement est son ouvrage et sa propriété, les fonctionnaires publics sont ses commis. Le peuple peut, quand il lui plaît, changer son gouvernement et révoquer ses mandataires. » Et il ajoutait un petit peu plus loin « Toute institution qui ne suppose pas le peuple bon et le magistrat corruptible est vicieuse. » Donc on trouve en ce qu'on appelle aujourd'hui une position populiste, c'est-à-dire que le peuple a raison par définition, qu'il faut bien créer un système, un État, mais qu'il faut se méfier des magistrats, de la corruption, et cette idée de révocation sur laquelle je vais revenir de suite. Mais ce n'est pas que la votation, ce n'est pas que la désignation du pouvoir, c'est aussi la milice. L'historien suisse Olivier Meuvely, à qui je consacre un article dans le dernier numéro d'Éléments, a écrit un livre très intéressant récemment sur l'histoire de la démocratie directe, et il résume les droits populaires ainsi, je cite, « Les droits populaires constituent le socle sur lequel s'est édifié un pays original qui s'est trouvé une unité à travers ses institutions. Mais ils ne sont pas les seuls à remplir cette fonction.
Ils ne prennent sens, à notre avis, qu'associés au fédéralisme et au système dit de milice, qui ne conçoit des mandats parlementaires en principe que sur le mode du bénévolat, où le parlementaire reste ancré dans la vie civile, réelle, sans se dévouer à sa seule mission politique. La Suisse a toujours refusé le mandat impératif pour lui préférer ce système qui rétablit un lien direct entre le peuple et ses délégués. Aujourd'hui critiqué, le système dit de milice, qui rejette l'idée du politicien professionnel, représente l'aboutissement de la démocratie directe, où tout citoyen peut se prononcer sur des objets dont il n'est pas forcément spécialiste, comme on l'a dit sur les questions par exemple très technologiques. Alors, une petite incise, puisqu'il en parle sur le mandat impératif, ça c'est une division au sein des partisans de la démocratie. Le mandat impératif s'oppose au mandat représentatif, que vous connaissez en France grâce aux députés. Le mandat impératif, c'est la délégation. L'autre, c'est la représentation. Le délégué, en fait, il a une mission que lui donnent les électeurs. Le représentant, il a la confiance des électeurs. On élit un représentant, bon, parce qu'on est d'accord avec ses idées, mais parce qu'on pense qu'il saura, avec souplesse, faire avancer sa cause et qu'on a confiance en son intégrité. Le délégué, c'est beaucoup plus simple, c'est qu'il a un mandat, il faut qu'il l'applique en se battant pour ça. Même si notre système représentatif est basé sur, sur le député, le président de la République française il y a un côté mandat impératif. On en a beaucoup parlé au moment de l'élection de Hollande, quand les gens se sont scandalisés du fait qu'il a fait passer le mariage pour tous. Mais il a fallu leur rappeler que ce n'était pas vraiment une surprise, que c'était dans le programme. Un candidat à la présidentielle, en amenant un certain nombre de points précis dans son programme, et en les imposant de force, parce qu'il est en haut de la pyramide du pouvoir, il agit un petit peu comme un délégué qui porte un mandat impératif. C'est-à-dire, il l'a dit lui-même en disant « Cette réforme, les lois Taubira passeront coûte que coûte, car j'ai été élu sur ce programme. » Et c'était vrai. Malheureusement, je pense qu'on ne devrait peut-être pas élire un candidat à la présidentielle sur ce type de base-là. Alors qu'entre députés, dans la démocratie moderne, parce que c'est quand même ça, il y a la recherche du consensus. En Suisse, c'est très vrai, on a une culture moins polémologique sur le plan politique, un peu plus fair-play, on va dire. Il y a une éthique de la délibération, c'est-à-dire on essaye d'arriver au progrès, au compromis en discutant avec l'adversaire, une culture du débat parlementaire, alors que du côté du mandat impératif, il y a une responsabilité pénale, carrément. C'est-à-dire que le mandataire qui faillit à sa mission, qui ne porte pas le projet pour lequel il a été élu, peut, à bon droit, être considéré comme un menteur et un traître, ce qui n'est pas le cas dans la vie parlementaire. Edmund Burke disait... Un délégué se contente de refléter et de rappeler les opinions de ceux qui l'ont nommé, tandis qu'un représentant est élu pour juger en accord avec sa propre conscience. D'ailleurs, le mandat impératif, c'est une institution médiévale qui s'est étendue en 1314 et 1789. À la Révolution, elle a été supprimée. Elle a d'ailleurs fini par être interdite par toutes les constitutions occidentales depuis 1789. Mais rappelez-vous, les députés des États généraux répondaient à un mandat impératif, puisqu'il venait avec quoi? Il venait avec un cahier de doléances. Donc quelque part, ils n'étaient que les avocats de ce cahier de doléances. Quand vous étiez envoyé par une province, eh bien, vous étiez envoyé parce que peut-être que vous parliez mieux, que vous présentiez mieux, mais vous n'étiez pas là pour développer vos idées, mais développer les idées de tous les gens de votre province qui s'étaient réunis autour du curé en général pour remplir le cahier de doléances. C'est une institution vraiment, alors en ce sens-là, qui est une institution d'Ancien Régime. On peut imaginer que si elle avait perduré en France, si elle avait survécu à la Révolution, elle aurait peut-être rendu les choses encore plus difficiles parce que la France a une culture politique très polémologique, donc les gens se seraient arc-boutés sur leur position et le débat parlementaire ça aurait fini comme dans le Parlement ukrainien où les gens s'envoient de la farine. On aurait coupé toute politique de consensus et de délibération. Pourtant, ça revient dans les temps modernes. Par exemple, en Italie, c'est plus à l'ordre du jour, mais bien avant la transition politique que nous vivons, le mouvement 5 étoiles, à travers la voix d'un de ses doctrinaires, qui est décédé maintenant, qui s'appelait M. Casaleggio, qui était le responsable du blog du Cinque Stelle, lui était favorable au retour du mandat impératif. Il allait très loin parce que pour lui, il fallait, comme le disait Robespierre, il fallait surveiller les élus. Donc, il avait monté un site où on pouvait suivre en direct les débats du Parlement, ce qui existe déjà sur des chaînes de télé comme les chaînes sur le Sénat. Mais là, le but, c'était que les internautes exercent une vigilance, contrôlent
les élus grâce à des caméras, grâce au suivi des débats en direct, et que ces élus portent des cahiers de doléances comme dans l'Ancien Régime. Je trouve que c'est une idée, alors qui est intellectuellement très intéressante. Après, j'ai peur justement qu'elle soit trop polémologique. En Suisse, c'est pas du tout ça. En Suisse, c'est la culture du consensus. C'est ce qu'on appelle même, on a une formule qui s'appelle la formule magique, qui veut dire qu'au Conseil fédéral, qui est donc l'exécutif de la Confédération, du pays, on maintient un savant équilibre entre 7 élus, qui sont 7 élus des principales forces politiques du pays. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours, en tout cas, un ou plusieurs socialistes, un ou plusieurs démocrates du centre, c'est-à-dire plutôt la droite nationale libérale, et puis des libéraux, des démocrates chrétiens, selon l'équilibre des forces en présence. C'est une cohabitation qui n'est pas toujours facile d'ailleurs, mais ça marche plutôt pas trop mal. Proudhon lui-même disait que le meilleur moyen de contrebalancer les défauts inhérents à la démocratie participative, c'était le mandat impératif, par peur de la trahison. Et ce mandat, selon Proudhon, devait être aussi révocatoire. La révocation, ce qu'on appelait à Athènes les mesures d'ostracisme, je ne sais plus si c'était la Boulée ou l'Ecclésia, une des deux assemblées qui votait ça, ça permettait d'isoler un politicien auquel on n'avait plus confiance ou qui prenait un petit peu trop d'importance. Pénalement, c'était pas si grave dans la mesure où on l'exécutait pas, on le mettait pas en prison, mais on l'éloignait. En général, on le retirait de la vie politique, on l'envoyait parfois même en province. Mais c'était une mesure alors ultra démocratique dans la mesure où il fallait pas vraiment qu'il y ait trop de têtes qui dépassent. Il fallait que les représentants du peuple soient vraiment fassent leur mission et n'essayent pas de se mettre trop en avant. On a retrouvé ça dans la Commune de Paris, il y a eu des tentatives. Plutarque disait de cette mesure, il le dit dans sa vie de Thémistocle, l'ostracisme n'était pas un châtiment, mais une satisfaction, un soulagement accordé à l'envie, laquelle prend plaisir à voir humilier les hommes éminents et exhale sa haine en leur infligeant pareille indignité. Ça, c'est une critique, c'est son opinion. Je ne pense pas du tout que ce soit l'esprit du système de Périclès ou de la Commune qui vaille ça, mais c'est des critiques qu'on entend souvent sur le système suisse où il y a moins de personnalités qui ressortent que dans la vie politique française qui est plus individualisée. Là, on peut dire qu'on a une différence de tempérament national, et certains nous disent, mais comment voulez-vous que cette démocratie directe qui nécessite une participation des citoyens fonctionne, alors que les citoyens s'en désintéressent volontiers parce que c'est pas très sexy. En gros, on va dire comme ça, on a l'image de députés suisses qui sont tous en costume gris, qui se combattent mollement, qui n'élèvent pas la voix, et ça rend pas toujours la participation démocratique facile. Néanmoins, c'est là où intervient la milice. On a dit que le mandat impératif qui n'est pas appliqué postule idéalement un contrôle continu des gouvernants par les gouvernés, d'où l'histoire de la caméra braquée sur les bancs. La milice le permet de manière indirecte. Quand je dis la milice, là aussi, c'est un mot, en Suisse, c'est un mot très courant, la milice. C'est un mot neutre, la milice, c'est la participation citoyenne à des tâches collectives. C'est sans aucune... Je sais qu'en France, c'est délicat parce que ça fait appel à des exemples historiques qui sont forcément connotés. Là, ça n'a absolument rien à voir. La milice, en gros, dans le domaine politicien, c'est que les politiciens, en tout cas les parlementaires, donc le législatif, sont pas professionnels. Ils ont des activités professionnelles à côté qui n'ont rien à voir. Et même au niveau communal, souvent l'exécutif, à part les grandes communes comme Genève, Lausanne, où c'est des professionnels, dans les villages ou les petites villes, souvent ce n'est pas leur métier. C'est-à-dire ils se retrouvent un certain nombre de soirs par semaine avec leurs collègues pour gérer les affaires publiques, mais à côté, ils peuvent exercer toutes les activités qu'on veut. Évidemment, dans les faits, cette milice permet aussi de voir qu'il y a des rapports de classe, il y a des rapports socio-professionnels, et je peux vous dire que dans le Parlement fédéral, on trouve davantage d'avocats, de professions libérales, d'enseignants ou de gens liés à certains secteurs de l'industrie que d'ouvriers et d'agriculteurs. Ça, c'est le problème. Mais est-ce qu'il ne vaut mieux pas ça, aussi imparfait soit-il, que des politiciens professionnels qui sont détachés de la vie civile de leurs électeurs? Cette non-professionnalisation, ce rapport milicien permet un rapport de proximité qui est déjà permis par le fédéralisme, parce que s'il est vrai que les conseillers fédéraux sont des gens difficiles à atteindre, sur 7 conseillers fédéraux, il y en a un qui est président, donc président de la Confédération, c'est une présidence tournante. Il y a une certaine distance, un petit peu comme en France avec le président de la République. Mais pour ce qui est des autres, y compris dans l'exécutif des plus petits niveaux, ils font partie de notre environnement direct. Ça m'arrive régulièrement de rencontrer des conseillers communaux, des conseillers d'État à l'épicerie, au bistrot ou autre, et de pouvoir les interpeller
aller je sais pas, sur la taxe poubelle, sur l'aménagement du territoire. Et ça les oblige aussi un petit peu à ne pas se couper des gens, à ne pas faire n'importe quoi, parce que sinon l'interpellation pour eux peut devenir inquiétante. Ils n'ont pas l'intention d'arrêter de sortir ou d'avoir des gardes du corps, ça fonctionne pas du tout comme ça chez nous. Cette proximité, elle est due au fédéralisme, c'est-à-dire aux petites unités, mais elle est due à ce caractère milicien. Seulement, il n'y a pas que la députation qui est milicienne, il y avait aussi, malheureusement ça a disparu, mais il y avait les jurys populaires, avec des gens tirés au sort. C'est un système qui marchait bien, ça a disparu parce que, ma foi, dans le domaine des juristes en Suisse, un peu comme partout, c'est plutôt des gens qui défendent le fameux argument dit aristocratique ou élitiste, c'est-à-dire que le droit c'est compliqué, il ne faut pas laisser ça entre les mains du peuple. Donc voilà, malheureusement ça c'est quelque chose, un acquis qu'on a perdu. Néanmoins, on est toujours tiré au sort pour le dépouillement des votes. Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie d'être convoqué un dimanche pour dire « Ah, vous avez été tiré au sort dans votre commune pour dépouiller le vote ». C'est bien parce que c'est une activité citoyenne, c'est bien aussi parce que ça permet une sécurisation du vote. En Suisse, il y a très très peu de risques de fraude, en tout cas lorsque c'est dépouillé par des miliciens. Enfin, il y a plusieurs vérifications, les gens ne se connaissent pas, ils sont tirés au sort. Un complot, une manœuvre, une magouille est pratiquement impossible. Et c'est une expérience intéressante pour les citoyens qui voient un petit peu, même si c'est à bulletin secret, ce que votent leurs concitoyens. C'est en faisant du dépouillement que je me suis rendu compte à quel point la gauche et la droite n'existaient plus dans l'esprit des gens, à quel point les gens panachaient, là aussi c'est un mot, je crois que c'est suisse, faire du panachage en démocratie suisse, c'est quand hop, on prend un libéral, on prend un communiste, on prend un nationaliste, on prend un écologiste, on mélange le tout, parce que c'est des gens qu'on connaît, la proximité, ou parce qu'on pense qu'il y a des bonnes idées partout, mais le vote compact, les gens qui sont derrière un parti, en Suisse, sont devenus très très rares. Et ça, c'est une sociologie politique qui reflète la fin des clivages, la fin de la confiance dans les partis, et le fait qu'on veut, par exemple, qu'on veut à la fois du social et de l'identitaire, qu'on veut à la fois du souverain et de l'environnemental, et que le vieux système est bel et bien mort. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et surtout, le grand système de milice, bien sûr, c'est l'armée. L'armée, le service militaire. Le marxiste autrichien Otto Bauer disait « L'action que l'école entreprend chez l'enfant, le service militaire obligatoire chez le jeune homme, c'est la démocratie qui le parachève chez l'homme. » Lui, il y est tout ça. On instruit les enfants pour les rendre aptes à devenir citoyens. Ensuite, on les instruit aussi militairement pour les rendre aptes à défendre la patrie, à prendre de responsabilités. Et ensuite, la démocratie, ça continue. Et c'est un tout. Dans l'idéal, je pense qu'il a raison. L'armée suisse, actuellement, est l'armée la plus dense du monde après Israël. Alors qu'elle ne menace plus personne depuis Marignan, ce qui n'est pas le cas d'Israël. C'est la neutralité armée dont je parlais, qui est absolument pas agressive, qui est défensive et qui fait partie d'un mode de vie. L'historien André Siegfried écrivait « On n'a pas compris la démocratie suisse si l'on ne réalise pas que c'est une démocratie armée dans laquelle l'armée ne se distingue ni de la nation ni de la démocratie elle-même. » Il y a une équation nation égale démocratie égale armée. Il n'y a pas de différence entre la vie de l'armée et la vie de la démocratie. Toutes deux expriment concurremment la vie de la nation. Il n'y a pas non plus de différence entre l'esprit militaire et l'esprit politique de cet extraordinaire pays. Quelqu'un dans le même esprit disait non, la Suisse n'a pas d'armée, la Suisse est une armée. C'est vrai. C'est vrai théoriquement, c'est-à-dire que théoriquement, tout homme âgé de plus de 18 ans, valide, donc quand même une grande majorité, sert son pays par les armes. Ensuite, il y a des gens qui se font réformer pour situation de santé, il y a beaucoup de tricheurs avec la complicité de médecins de famille, enfin, ça c'est un phénomène sur lequel l'état-major a tendance à trop fermer les yeux. Les gens qui ont un peu de compétences, mais pas assez, que ce soit au niveau physique ou intellectuel, on les met dans une autre branche qui s'appelle la protection civile. C'est des travaux qui consistent à intervenir lors de sinistres, à bétonner des routes, enfin à faire des choses utiles, mais qui ne réclament pas tout à fait les mêmes compétences que la défense militaire. Et sinon, il y a des civilistes qui font un service sans armes. J'ai été civiliste parce que pour raison politique, on m'a exclu de l'armée assez vite. Ils se méfient beaucoup des gens politisés parce qu'ils ont peur toujours d'un putsch qui n'arrivera jamais. Enfin, mais bon, donc moi j'ai travaillé dans les hôpitaux auprès des personnes âgées. C'est tout aussi nécessaire que l'armée, que le service militaire. Seulement moi j'étais pas pour des raisons pas pour des raisons de pacifisme ou non-violence, c'était plutôt presque plutôt le contraire. Donc voilà, les atouts de l'armée suisse, c'est la rapidité de la mobilisation, la cohésion des soldats. Il y a une cohésion et à la fois un mélange. Ça mélange les zones linguistiques, ça mélange les classes sociales. C'est vraiment un système très égalitaire. La motivation, on le voit même à l'étranger. Par exemple, lors du 11 septembre 2001 à New York, la garde nationale
qui est une milice, a été exemplaire, beaucoup plus exemplaire que l'aurait été la force militaire ou policière ordinaire, et dans le sauvetage, on a remarqué une efficacité, une solidarité, une entraide que seule la milice pouvait offrir. Un de mes compatriotes que vous connaissez peut-être, l'historien Jean-Jacques Langendorf, disait au sujet de l'armée, dont il est un grand défenseur, « Nous avons là un instrument adapté, souple, bien instruit et commandé, immédiatement mobilisable, possédant à la maison son arme de service avec la munition, doté du matériel idoine, qui connaît admirablement ses compagnons d'armes, puisqu'il a fait un service militaire avec eux, le terrain qui est rompu au combat urbain, complètement implanté dans la population, puisqu'il est lui-même la population. » Et c'est vrai que tous les soldats ont leurs armes à la maison et leurs munitions. Il y a de temps en temps des drames, des accidents, mais c'est quand même, statistiquement, c'est très rare. Ça n'a rien à voir, par exemple, avec ce qu'on peut voir aux États-Unis. Mais cela dit, il y a une chose qui est interdite et qui est très grave, c'est de prendre les munitions et de les mettre dans l'arme alors qu'il n'y a pas eu un appel de mobilisation générale. Théoriquement, même si ça arrive rarement, l'armée peut faire des contrôles. L'armée peut arriver n'importe quand, sans prévenir, à domicile, et dire aux citoyens « montrez-moi votre arme, montrez-moi vos munitions », et s'il s'aperçoit que la boîte de munitions est décelée, parce qu'il y a un sceau, alors là, il est condamnable à une amende qui peut s'élever, ça dépend un petit peu de la gravité du cas, c'est justement pour des questions de sécurité, pour pas que les gens soient tentés de faire avec leurs armes autre chose qu'assurer la défense du pays. C'est un peu comme dans le film d'Eisenstein, Alexandre Nevsky, au début, quand il y a les moudjiks armés qui sortent de terre à l'appel du chef. Bernard Wicht, qui a beaucoup défendu ça et qui a fait une thèse sur Machiavel qui est un observateur déjà de l'esprit de milice, disait « À la base d'une milice, il y a toujours un vaste projet social. C'est un phénomène dans lequel les paramètres sociaux et politiques, cohésion, motivation, égalité, conscience de classe, constituent la clé du succès militaire. » Donc ça s'oppose à l'esprit de caste qu'on va trouver dans l'armée professionnelle, comme on va trouver dans tous les corps constitués de métiers. Par sûreté, il vaut mieux avoir une milice qui défende l'intérêt de la nation plutôt que d'avoir un groupe professionnel qui va défendre ses intérêts de groupe, parce qu'il est salarié et qu'on peut lui demander des choses qu'on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'est que soldé. Hein. La solde en Suisse, c'est 5 francs par jour. C'est pas pour 5 francs par jour qu'on va commettre un massacre chez ses concitoyens. Les gens qui s'engagent, même s'ils sont obligés, on peut imaginer que leurs motivations sont d'ordre civique, sont d'ordre patriotique et ne sont pas d'ordre financier. Et c'est pour ça que ces histoires de putsch me font rire, parce que je pense que la milice, c'est ce qui empêche le putsch. Pour revenir à Athènes, l'armée athénienne au temps de la démocratie avait ce côté-là, dans la mesure où les riches servaient chez les hoplites, hein, ces soldats qui avaient un équipement plus complexe, qui devaient financer eux-mêmes parce qu'ils étaient riches, alors on les mettait, comme on l'aurait fait pour des chevaliers qui ont besoin de cuirasses, d'armes, alors que les pauvres servaient dans la marine de guerre, où on leur fournissait le matériel qui était moindre, et où en plus ils touchaient une solde pour servir. Donc il y avait une espèce de discrimination positive, on va dire, qui permettait à tous les citoyens de servir de manière égale, mais en fonction de leurs possibilités financières. Et ensuite, avec Rome, comme justement Machiavel l'explique, les empereurs romains ont désarmé le peuple pour la servir, et ensuite formé une armée prétorienne pour le contenir. Quand on voit dans les manifs de Gilets jaunes ces photos étranges de miliciens en noir, mi-flics, mi-black bloc, mais qui ne ressortent pas de la police régulière et qui travaillent à la défense musclée du gouvernement, on se dit qu'on n'est pas très loin de ces armées prétoriennes de Rome, avec aussi l'idée de désarmer les citoyens pour armer ceux qui les oppressent. Les jurys populaires, malheureusement, comme je vous l'ai dit, ont été supprimés. Il y a eu des rondes citoyennes qui se sont mises en place à l'initiative de citoyens. À Genève, il y a des quartiers où c'est vraiment devenu très difficile. Les commerçants se sont plaints de péricliter parce que l'insécurité était devenue trop grande dans leur quartier par rapport à l'immigration, aux deals, aux réseaux de prostitution, ce qui rendait aussi difficile l'établissement des familles, l'envoi des enfants à l'école. Et comme la municipalité ne bougeait pas, ces commerçants et ces pères de famille ont fondé une milice, des rondes citoyennes. Je ne sais plus s'ils étaient armés ou pas, mais pour sécuriser le quartier. Ce qui était tout à fait, comme ils l'ont dit, dans l'esprit de la démocratie suisse, dans l'esprit de la milice. Mais c'est illégal, parce que ce n'est pas prévu par les institutions. C'est un camouflet donné aux autorités et à la police régulière, parce que c'est une manière de leur dire on ne vous fait plus confiance, vous ne faites pas leur travail, donc ces rondes ont été pénalisées et supprimées. En même temps, le service militaire obligatoire est remis en cause. Tout ça pour vous dire que, malheureusement, tout ça décline. Les Suisses n'accepteront jamais, tant qu'on leur demande leur avis, de supprimer le service obligatoire. On nous l'a posé la question souvent. Il y a un groupe qui s'appelle le Groupe pour une Suisse sans armée, qui a déposé plusieurs initiatives allant dans ce sens. Mais ça revient toujours sur le tapis. Il y a un autre problème lié dans le monde du travail, c'est que avant, quand vous étiez patron, entrepreneur, et que vous aviez des salariés qui étaient soldats et qui gradaient et qui devenaient sous-officiers et officiers,
en général, vous étiez content parce que c'était un prestige. Vous étiez même fier de dire « Ah, ben mon chef de service est capitaine de compagnie ». Donc il y avait le prestige militaire et il y avait le patriotisme en disant « J'ai sous mes ordres des gens qui se mouillent pour la patrie ». À tel point d'ailleurs que les patrons, mais là je vous parle d'un temps qui est déjà passé, les patrons engageaient volontiers un officier ou un sous-officier et les jeunes gens mettaient ça sur leur CV. Maintenant c'est exactement le contraire. La discrimination, elle fonctionne dans l'autre sens. Le prestige militaire n'a aucune incidence sur eux. Le patriotisme, alors encore moins, c'est la vision du grand capital. Il n'y a qu'une vision de rentabilité financière. Donc un officier ou un sous-officier, c'est une charge financière pour un patron. Parce qu'il demande toujours des congés, il faut toujours le remplacer. Le capitaliste suisse a deux bêtes noires dans ses employés, c'est l'officier et la femme enceinte. Ça coûte trop cher et ça ne travaille pas assez souvent. Je dis ça de manière assez cynique et je le regrette, mais le déclin de la milice vient en partie de l'attitude des patrons. Par ailleurs, du côté de la gauche, c'est pas beaucoup mieux parce que la gauche s'engage toujours dans ses combats antimilitarisme, par pacifisme un peu niais, mais aussi beaucoup par hédonisme, par individualisme, parce qu'ils essayent de séduire les jeunes gens pour dire « Ah, vous avez 18-19 ans, vous préférez peut-être passer l'été à Ibiza que à ramper dans la boue dans les Alpes », à tel point que le Parti socialiste, dans son programme de 2010, je n'ai pas vérifié s'il l'avait mis à jour, mais dans son programme de 2010, il souhaite abolir l'armée. Ce n'est pas un parti extrémiste, c'est le Parti socialiste, le deuxième plus grand parti suisse. Ils n'y arriveront jamais, parce que ça, s'il y a des programmes qui peuvent séduire s'il y a des points de programme qui peuvent séduire le peuple, ce n'en est pas un. C'est un peu regrettable de la part de la gauche, parce que tous leurs ancêtres idéologiques ont soutenu exactement le contraire. Dans la Révolution française, Marat Saint-Just défendait l'établissement d'une milice. Jean Jaurès, qui a travaillé sur l'armée, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle L'Armée nouvelle, dans lequel il y disait « De tous les systèmes militaires pratiqués dans le monde, c'est à coup sûr le système suisse qui se rapproche le plus de l'idéal d'une armée démocratique et populaire. En Allemagne, ça a été soutenu aussi par Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Bebel, donc par des socialistes et des marxistes notoires, et c'était tout à fait cohérent. Et on pourrait remonter à Rousseau, qui n'était évidemment pas de gauche, puisque la gauche n'existait pas, mais disons, les gens qui avaient une sensibilité sociale, une sensibilité à l'égalité et à la démocratie, étaient tous partisans de l'armée de milice, et qu'il n'y a que la gauche actuelle en Suisse qui ne l'est plus, et ça devrait leur mettre la puce à l'oreille, parce qu'à chaque fois qu'on vote là-dessus, la plupart des gens s'opposent à une suppression de l'armée de milice, mais il y a toujours deux camps qui se retrouvent, c'est une large partie de la gauche, donc sociaux-démocrates et gauchistes réunis, et une fraction de la droite, mais alors la plus à droite, la plus néolibérale. Les libertariens, les anarcho-capitalistes, la droite dure, quoi. On a donc l'alliance du groupe pour une Suisse sans armée, qui est un lobby de gauche, et par exemple l'Institut Laissez-faire, qui est un institut, comme son nom l'indique, néolibéral. Et les libéraux sont beaucoup plus cohérents en demandant ça, parce que eux, dans cette alliance-là, c'est les gens de gauche qui sont cocus, c'est pas les libéraux. Parce que les libéraux, c'était le programme de Friedman depuis longtemps, c'est pas nouveau. Friedman a joué un grand rôle dans la suppression du service obligatoire aux États-Unis, en conseillant le président Nixon, et les libéraux ont beaucoup théorisé là-dessus, en disant les soldats, les miliciens sont des esclaves, les mercenaires sont des salariés, donc la liberté est du côté des salariés. Regardez le monde du travail, ça fonctionne pas trop mal. Si le salariat fonctionne dans l'économie, pourquoi ça fonctionnerait pas dans la défense ? Parce que, évidemment, vous le savez, la rhétorique libérale, c'est de projeter sur la nation et les structures collectives les solutions qui marchent dans le monde de l'économie privée. Friedman disait, ce qui oppose le mercenaire aux soldats, donc qui touche une solde, c'est ce qui oppose le don aux raquettes, et c'est la même différence contre le fait de faire l'amour ou un viol. Et tout ça, chez les libéraux, la lutte contre la conscription, ça s'inscrit dans la lutte plus générale contre la fiscalité. En fait, c'est la lutte contre l'intervention de l'État. On est libre, laissez-nous tranquilles. Et si vraiment il faut défendre le territoire, créez du job et payez les gens correctement. Il y a une tradition citoyenne, civique, réellement républicaine au sens large, présente depuis fort longtemps. Et en face, il y a une tradition libérale qui, au final, de toute façon, nie la nation. Rousseau, dans le Contrat social, disait très bien: sitôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de la ruine. Faut-il marcher au combat ? Ils payent des troupes et restent chez eux. Faut-il aller au conseil ? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. Très belle formule. Plus tard, il dit: pour vous, peuple moderne, vous n'avez point d'esclaves, mais vous l'êtes.
vous payez leur liberté de la vôtre. Vous avez beau vanter cette préférence, j'y trouve plus de lâcheté que d'humanité. C'est un peu la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Hein. Bon, c'est un sujet philosophique très complexe, mais qu'on peut illustrer par des exemples historiques, politiques. Le maître et l'esclave, c'est un petit peu le système de la féodalité. C'est-à-dire le paysan accepte de sacrifier sa liberté, sa souveraineté, à condition que le chevalier, qui lui est le dominant, qui est le maître, le défende militairement. Alors que si le paysan se défendait tout seul, il serait réellement libre et il n'aurait plus besoin de payer la dîme, la gabelle ou que sais-je. C'est un petit peu la situation dans laquelle est le citoyen, le bourgeois, celui qui paye pour se défaire de ses responsabilités et de ses devoirs civiques. Donc, la démocratie, comme vous le voyez, c'est pas simplement un mode de désignation du pouvoir, c'est une éthique qui passe par la milice, qui passe par la pratique des droits populaires. Puisqu'on parle de Rousseau, je veux quand même le citer dans l'Émile à propos de Sparte, et c'est là où on voit le côté éthique démocratique. Le lacédémonien Pédarète, écrit-il, se présente pour être admis au Conseil des 300. Il est rejeté. Il s'en retourne tout joyeux de ce qu'il s'est trouvé dans Sparte, 300 hommes valant mieux que lui. Je suppose cette démonstration sincère, et il y a lieu de croire qu'elle l'était. Voilà le citoyen. Ce qui montre que l'éthique du citoyen, c'est à la fois la participation démocratique, on a des devoirs, il faut aller voter, blablabla, on connaît ce discours, mais c'est aussi surtout le côté fair play. C'est ce qu'on va retrouver sous une forme spectaculaire dans le discours de celui qui perd les présidentielles. Les dernières élections, le discours de Marine Le Pen, ça fait partie de l'éthique démocratique, était conciliant, elle a félicité son adversaire, elle a dit que maintenant il faudrait collaborer pour le bien de la nation. Évidemment, je pense qu'elle ne le pensait pas, personne ne le pense quand on a perdu. Mais dans l'exemple spartiate, en tout cas tel que l'idéalise Rousseau, c'est assez formidable de dire ça alors, j'ai pas été élu, ça prouve qu'il y en a tellement qui sont meilleurs que moi, et comme moi je me considère déjà comme pas trop mal, alors là c'est dit être dans de bonnes mains. Mais là, ça suppose une démocratie pure, l'acceptation de la défaite. Et c'est peut-être d'ailleurs la seule critique sérieuse contre le RIC français, même si je pense qu'elle est surmontable. Certains disent c'est très beau de regarder vers la Suisse ou de construire comme Chouard un modèle comme ça, mais c'est une construction qui a duré près de 800 ans en Suisse. On ne peut pas la créer en France d'une étincelle. Et est-ce que les Français sont prêts à jouer ce jeu de manière fair-play, c'est-à-dire à accepter la défaite? Un citoyen suisse, en moyenne, de temps en temps, il est dans la majorité, de temps en temps dans la minorité, et on l'accepte et on ne fait pas une révolution à chaque fois. Dans le tempérament français, peut-être qu'on peut craindre que tous les 2 mois, il y a une moitié du pays qui descende dans la rue pour manifester son déplaisir d'être minorisé dans un vote. Mon rapport à la démocratie suisse, et le rapport de pas mal de mes concitoyens, c'est ce que j'appellerais un rapport de révolution conservatrice. Dès la fin du Moyen-Âge, les Suisses étaient connus pour être l'autogouvernement des paysans et des bourgeois contre les nobles, une alliance de classe. Donc c'était révolutionnaire parce que ça tranchait les 3 ordres du système d'Ancien Régime, mais c'était conservateur aussi parce que ce qu'on reprochait aux nobles, c'était de ne pas être à la hauteur de leurs tâches traditionnelles, et on a fini par les renverser ou les affaiblir par la bourgeoisie et la paysannerie, pas pour moderniser le pays, mais pour défendre les institutions et les traditions. Et la Landsgemeinde elle-même est à la fois, surtout à partir du renouveau qu'elle a eu au XVIIIe et XIXe siècle, est à la fois un mix quelque part entre quelque chose de très moderne qui était la liberté révolutionnaire d'inspiration rationaliste, qui vient en partie de la Révolution française, et la liberté romantique plus enracinée qui venait plutôt de l'influence germanique. Et Rousseau, qui est l'homme de la Révolution et du pré-romantisme, enfin de la pré-révolution et du pré-romantisme, synthétise tout ça. Le référendum est une mesure qui, de votre point de vue, peut être qualifiée de révolutionnaire parce qu'elle est beaucoup plus démocratique que ce que vous avez, mais les référendums ont toujours plus de succès que les initiatives, parce que les initiatives proposent des réformes, alors que le référendum propose souvent le refus d'une réforme. Le gouvernement veut amener une réforme, le référendum la bloque. Donc c'est une mesure qu'on peut considérer comme révolutionnaire, mais qui a un effet conservateur. Et enfin, si je parle de révolution conservatrice, c'est parce que je pense que, en tant que citoyen suisse, je veux défendre mes institutions, c'est-à-dire je veux défendre le suffrage universel, la démocratie directe et les droits populaires, référendum, initiative. Je dois les défendre parce qu'ils sont attaqués par
une cinquième colonne, dans le monde de l'économie, des juristes, de la haute bourgeoisie, une cinquième colonne aux ordres de l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui veut nous affaiblir de ce côté-là, comme elle veut nous affaiblir tous. On veut nous faire adhérer de force, ça n'arrivera pas tant qu'on nous demande notre avis. En général, les peuples à qui on demande s'ils veulent entrer dans l'Europe, ils disent non. Et ceux qui sont dans l'Europe, c'est les peuples à qui on n'a pas demandé. C'est toujours, ça fonctionne comme ça. Donc, on voit bien que le principal obstacle à notre adhésion à l'Union européenne, enfin il y en a beaucoup, mais le principal obstacle, c'est la démocratie directe. On devrait la sacrifier et on ne veut pas. Ça, c'est le côté conservateur. Le côté révolutionnaire, c'est que notre démocratie, aussi intéressante soit-elle, est imparfaite parce qu'elle est gangrénée par les puissances d'argent. Selon que vous soyez un parti fort ou non, qui dispose de soutien financier dans l'industrie, dans les banques, parce que les banques sont très fortes, eh bien, vous aurez plus ou moins de facilité à réunir les signatures pour faire passer une initiative ou un référendum, à convaincre les citoyens grâce à des campagnes qui coûtent cher pour les faire voter dans votre sens. Alors, je pense que c'est mieux de voter, même dans ces conditions, que de ne pas voter, mais je crois que cette démocratie ne doit pas seulement être conservée, mais doit être affermie et développée dans un sens anticapitaliste, parce que la démocratie directe et le capitalisme, c'est un peu comme l'eau et l'huile, ça ne va pas ensemble. Le jour où il y aura égalité des chances grâce à des réformes de type que moi, à titre personnel, j'appellerais de type socialiste, la démocratie directe pourra être possible en Suisse, alors qu'elle n'est encore qu'à l'état d'esquisse, d'étape historique. Donc, pour finir, concernant les Gilets jaunes, j'espère de tout cœur, avec Chouard et avec plein d'autres gens, que les Gilets jaunes obtiendront leur RIC, mais j'espère aussi qu'ils ne s'en contenteront pas, et que ce RIC ne sera qu'une étape, parce que le RIC n'est pas une mesure de démocratie directe, c'est un correctif démocratique, un système antidémocratique, c'est un antidote. C'est une réforme intéressante, mais ce n'est qu'une réforme. Mais ça peut être une marche, une étape vers la démocratie, mais alors là, vu d'où nous partons, cette transition ne peut être que révolutionnaire. Voilà, je vais m'arrêter là et je vous remercie de votre attention. Vous avez démarré cette conférence ce soir. C'était assez drôle parce que ça me replongeait 24 heures en avant, où je démarrais hier le livre de Philippe de Villiers sur l'Union européenne, qui faisait d'entrée référence à Helsinki et son alcoolisme sur la mort d'un système, en faisant le parallèle avec Juncker et son alcoolisme aussi et la fin d'un système. Donc il était très drôle que vous démarriez par Helsinki. Qui veut question-réponse démarrer? Pas autant que lui. J'ai une question à poser, pardon, pas une réponse. J'ai une question à poser. Est-ce que, en fait, que ce soit le RIC ou que ce soit un référendum, est-ce que toutes les questions peuvent être posées? Je vais aller directement là où. C'est une très bonne question. En France, on ne pourrait pas poser la question des migrations, comme vous l'avez fait en Suisse. Si, ça on peut, c'est pas un tabou. En Suisse, vous avez posé la question. Est-ce que le peuple suisse, oui ou non, est d'accord pour l'immigration? Donc, cette question est importante. Est-ce que toutes les questions peuvent être posées? Oui, les seules questions qui ne peuvent pas être posées, en fait, sont celles qui relèvent de ce qu'on appelle le droit international impératif, qui prévaut sur le droit national. Mais ça, c'est quoi? C'est l'interdiction du génocide et de l'esclavage, de la torture et des guerres d'agression. C'est ces 4 points. Donc, il y a peu de... On n'a jamais été confronté à ça. Je crois pas que la chancellerie ait jamais une seule fois invalidé une initiative pour cette raison-là. Il y a quelques années, une initiative a été déposée pour demander le rétablissement de la peine de mort. Ce qui ne contrevient pas au droit international impératif, mais ce qui est quand même assez extrême. Je ne sais pas comment ça se serait passé s'ils n'avaient pas décidé de la retirer sous la pression des médias et d'une partie de l'opinion, et de toute façon, ils n'avaient aucune formation politique pour réunir les signatures. Mais ce n'était pas illégal, à ce que je sache. Donc ça peut aller très loin. Mais comment s'est posée la question sur l'immigration? Comment elle a été posée? Elle a été posée de nombreuses fois, donc ça dépend. Mais si vous faites référence à une initiative de février 2014, c'était un contingentement. Ça s'appelait non à l'immigration de masse. C'était un contingentement. L'Europe en a beaucoup parlé. Je me souviens par exemple qu'Yves Calvi, dans son émission C'est dans l'air, avait posé la question de savoir ce que les Français en pensaient. Il confesse lui-même avoir reçu 3000 SMS qui tous donnaient raison aux Suisses. Donc je pense que si les Français votaient, l'acception aurait été encore plus forte que les Suisses. Oui. C'est révélateur, ça. Oui. Vous avez parlé au début de la conférence de la peur de l'élite française qui se montre de plus en plus méprisante envers le peuple et les Gilets jaunes en particulier. Et vous avez qualifié ça de peur. Moi, ça m'évoque un peu autre chose et ça me fait penser à Platon et à son livre La République, au chapitre 9, où il explique l'enchaînement des régimes. Il explique que la tyrannie arrive par le fait que sa population, une partie de sa population, adopte à la base un esprit tyrannique, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de tyran si les citoyens ou une partie des citoyens
ne sont pas eux-mêmes des tyrans. Et j'ai plus l'impression de voir cet aspect-là, plus qu'une peur de l'élite, j'ai l'impression plutôt de voir advenir, en tout cas c'est une crainte personnelle, un esprit tyrannique chez tous ces Français de la Macronie, qui aujourd'hui, comme BHL l'a dit récemment, disent qu'il faut mettre de côté le vote populiste. Certains, on a vu des témoignages de gens qui disent qu'il faut tirer sur les gilets jaunes. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, je voulais savoir ce que vous en pensiez, vous qui avez l'air de connaître en tout cas. Oui, je suis assez d'accord. Je pense que ces gens qui font preuve d'une grande intolérance et qui s'accrochent à leurs privilèges menacés, les gilets jaunes réagissent à un état de fait, et la réaction des gilets jaunes entraîne une réaction de défense de ces gens-là. C'est vrai, oui. Pourquoi vous êtes tyrannique, en fait? Pardon? En quoi est-ce que ça les menace? Des gens comme s'appelle le philosophe Mais je pense que cette fois, la peur, qu'elle soit fondée ou non, on verra, l'avenir nous dira, la peur est vraiment physique. Est-ce que BHL peut sortir dans les rues de Paris sans risquer de se faire bastonner? Je pense pas que ce soit possible, ça. Et regardez Macron lui-même, la manière dont il est hué, on en parlait avant, il y a des scènes que la télévision a enregistrées où on dit ça, c'est assez inédit, le niveau de défiance qui relève de l'intimidation physique. Donc c'est normal qu'ils aient peur. En retour d'un phénomène, enfin Macron, presque malgré lui, il est méprisant envers le peuple. Ah mais complètement. De cet esprit tyrannique. Non, mais il faut faire écho à la conférence précédente. C'est vrai qu'Alain de Benoît précisait qu'effectivement, par rapport à des manifestations de type social et autres qu'il y a eu précédemment, notre élite et cette oligarchie et nos dirigeants ressentent une peur physique, c'est-à-dire que là ils sentent le boulet, quoi. Et ils sont aussi un peu douillets, parce que il y a quelques années, c'était, je sais plus, les salariés de quel secteur qui avaient arraché la chemise. Voilà. Alors évidemment, c'est pas très rigolo de se faire arracher la chemise, mais cette anecdote a été hystérisée comme si c'était le commandant de la Bastille qu'on avait décapité au canif. Ça n'a rien à voir. Donc oui. Oui, Delaunay. Sur la Suisse, justement, est-ce que vous avez une cour constitutionnelle qui contrôle l'initiative des référendums? Parce que nous, si vous voulez, il y a un référendum d'initiative partagée qui est prévu depuis des années et qui n'est pas encore mis en place en France, où justement, malgré que le peuple décide, grosso modo, en accord avec une partie de ses députés ou de ses sénateurs, de déclencher un référendum, une initiative partagée, le texte doit obligatoirement passer au préalable par le Conseil constitutionnel français. Est-ce qu'en Suisse, vous avez le même système? Pas le même. Certains voudraient installer quelque chose comme ça pour étrangler le droit d'initiative et le limiter drastiquement. Non, ce qui passe, c'est que heureusement la censure, si elle se fait au début, pas après 18 mois de travail. Au moment où vous désirez lancer une initiative, je ne sais plus si c'est à la chancellerie que vous devez vous annoncer, je crois, la chancellerie vous explique comment faire, elle vous demande l'objet de votre requête, et là vraiment, le juriste qui travaille à la chancellerie, s'il voit que vous voulez génocider les Suisses allemands, il va dire non, ça contrevient au droit européen. Mais c'est pas plus compliqué que ça pour le moment en tout cas. Alors, mais donc pas de morale dans ce processus, a priori. Non, c'est du juridique complètement. La question sous-jacente est. Oui, parce que si vous voulez, en France, il y a quand même un encadrement qui est de plus en plus compliqué à cause de la déclaration des droits de l'homme, etc. Et nos valeurs. Oui, c'est ça, les valeurs. Les valeurs de la République, etc., qui sont, de plus en plus, avec une représentation de plus en plus intensive. Ce qui fait que même si on avait le droit d'organiser nos propres référendums à notre initiative, ça serait extrêmement compliqué parce que on jugerait que c'est inconstitutionnel pour telle raison, pour certaines infractions d'articles, etc. Ce qui fait que... Mais c'est la grande contradiction entre la démocratie classique que je défends et la démocratie libérale, c'est que les démocrates classiques vont dire la démocratie c'est un mode de gouvernement, de désignation du pouvoir, blablabla, et les démocrates libéraux vont dire non, la démocratie c'est un corpus de valeurs qui aujourd'hui se résume en gros aux droits de l'homme et aux idées libérales. Alors évidemment il y a une contradiction parce que si la démocratie c'est un corpus de valeurs, c'est-à-dire que ces valeurs sont intouchables et que la démocratie réelle n'a pas d'effet sur eux. Et c'est là où le mot perd son sens et devient un mantra. C'est le problème. Mais ils répondent à cette question puisqu'ils qualifient aujourd'hui la démocratie des pays de l'Est de démocratie illibérale. Oui, ce mot ne veut rien dire, c'est le problème. Ouais. André, oui. Oui, moi j'avais une question. C'est un cheminement de la démocratie où je pose mon bulletin de vote un jour à une heure déterminée, où j'exprime une idée. Et de plus en plus se constitue depuis plusieurs années, de longues années, une espèce de corpus collectif qui est le sondage. Vous pensez ceci, la population pense ceci, qui est un peu distinct
effectif, puisqu'on oriente. Il y a une troisième étape qui se dessine assez clairement, c'est la data. Puisqu'en fait, il y a une bataille sur la data, où on va aller beaucoup plus loin sur ce qu'on pense, par je dirais, la captation de toutes les informations nécessaires, et un renvoi ou une manipulation, une instrumentalisation de cette data, et c'est déjà fait dans beaucoup de domaines commerciaux où on va dire bon, la ménagère de plus de 50 ans pense ceci, a besoin de cela, etc. Et retransformer le message en disant bah, finalement vos besoins, nous les avons analysés, c'est pas ceux que vous exprimez, mais ceux que nous savons être vos besoins, deviennent en quelque sorte une espèce de vague d'évolution de la démocratie à la démocratie numérique, où finalement on est un peu dépossédé d'un raisonnement indépendant pour devenir très collectif. C'est très pervers parce que ce que vous décrivez et ce qui est effectivement à l'œuvre, c'est une mesure d'ingénierie sociale où finalement, que ce soit par les instituts de sondage ou par l'analyse des datas, ce qui devrait être descriptif et ce qui n'aurait un intérêt qu'en tant que descriptif devient prescriptif. Non pas parce qu'on dit ça doit être comme ça, mais parce qu'on sait que c'est une manière de flatter le conformisme des gens, surtout s'ils ne sont pas sûrs d'eux. On dit vous êtes dans cette catégorie, la ménagère de moins de 50 ans, l'habitant de tel type de quartier, donc vous devez penser comme ça, et en faisant ça, on fait des prophéties autoréalisatrices. D'une part, c'est malhonnête, et d'autre part, c'est d'autant plus malhonnête qu'on n'est pas tout à fait sûr de la validité de ces chiffres, tant que démocratiquement, on n'a pas un contrôle sur d'où est-ce que ça sort. On parlait avant, pendant le repas, du fait que selon un sondage, Macron aurait encore 30% d'opinion favorable, ce qui me semble effectivement beaucoup. La question, c'est d'où sortent ces chiffres? Est-ce que ce sondage est fiable? Et de deux, est-ce que le seul but de ces 30% n'est pas de faire balancer ceux qui hésitent un peu pour dire « Ah, mais finalement, il est encore légitime ». Mais des fois, ça y va pour les choses graves, comme la question du politique, mais quand on a des choses un peu plus people, genre quelles sont les 5 personnalités préférées des Français, et qu'on voit toujours les mêmes qui correspondent à un certain profil et à certaines visions sociétales, on sait depuis longtemps que tout ça est biaisé et on ne dévoile ce classement que pour inciter les gens à s'y conformer. Parce que là, il y a des mécanismes de data prédictive, en quelque sorte, où on va tirer des données pour deviner en quelque voilà, sorte. Mais le prédictif devient prescriptif, c'est ça l'erreur. C'est un élément très, très pervers de l'évolution de la démocratie et qui tend non pas à la changer, mais à la manipuler et à l'orienter. Qu'est-ce qui se passe dans une société où le patron, pendant son service militaire, est sergent-chef et où le manœuvre est lieutenant? Alors pendant le week-end, c'est le manœuvre qui fait suer le patron en lui disant tiens, rentre pendant 200 mètres dans la boue. C'est vrai. Semaine, le patron dit, oui, c'est comme ça. Ça n'arrive pas si souvent parce que. C'est une boutade. Oui, parce que les grades sont liés aussi au temps du service, donc à l'âge. Mais c'est sûrement arrivé un certain nombre de fois, et normalement, le Suisse, s'il est bon patriote, accepte ce renversement des rôles, parce qu'il est possible que la hiérarchie militaire n'ait rien de commun avec la hiérarchie sociale ou professionnelle, et c'est très bien comme ça. Toute votre démonstration a abouti à la fin sur une forme de promotion de la démocratie directe. Mais moi, c'est vrai que je fais de mes études, j'étais resté sur l'idée de Rousseau qui disait que la démocratie directe, c'est le régime des dieux, et que finalement, on n'y accède jamais totalement, parce que en gros, pour décider de rénover une route, il faudrait faire appel à tous les citoyens, quoi. Et du coup, voilà, j'aimerais bien que vous me précisiez un peu. La démocratie parfaite, qui est sans cesse en construction permanente vers un aboutissement, est effectivement, il le dit, elle serait idéale dans un peuple de Dieu. Or, nous n'en sommes pas, je crois que ça finit comme ça. C'est vrai, mais après, il y a des degrés, il y a des niveaux. Non, en Suisse, tout le monde ne vote pas pour la construction d'une route, mais c'est aussi pour ça qu'on a le fédéralisme. Il y a des attributions qui sont le propre des communes, d'autres qui sont le propre des cantons, d'autres de la Confédération, etc., etc. Il y a un mois ou deux, on a voté, par exemple, sur une initiative, ou un objet, je ne sais plus, objet de scrutin, pour ou contre les vaches à cornes. Ouais. Est-ce qu'il faut retirer les cornes des vaches? Alors ça fait rire l'Europe, en disant, mais qu'est-ce que c'est que c'est? C'était l'enjeu de savoir, si on conserve l'intégrité physique des vaches, elles seront plus agressives, donc elles ont besoin de plus d'espace, donc on aura une moindre densité, donc moins de viande et moins de lait, alors que si on leur rabote leurs cornes, quelque part c'est une violence qui leur est faite, mais on peut en élever plus. C'est très technique, et la grande partie de la Suisse est urbaine, mais on est des consommateurs de viande et de lait, et donc c'est normal, et en plus on subventionne l'agriculture, donc c'est normal de s'exprimer là-dessus. Et si ça ne nous intéresse pas, on est libre de voter blanc, bien sûr. Vous n'êtes pas contraint par la robe de... Vous bouffez les cornes des vaches en Suisse? Non. Est-ce que le vote blanc est pris en compte? Non.
Il peut être comptabilisé, mais il intervient pas il est comptabilisé à titre informatif. Il y a des partis, un parti de gens que je connais bien, qui s'appelle le Parti pour la reconnaissance du vote blanc. Je pense pas que ce soit déterminant comme réforme, mais ça permettrait de quand même mettre en avant le fait que quelqu'un qui est élu par défaut est quand même moins légitime. Merci, David. Merci pour votre invitation.